Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un de mes amis qui est courtier hypothécaire et courtier immobilier, donc Dominique Giguère, puis on va parler de son parcours. Évidemment, on va toucher au monde de l'entrepreneuriat. Salut Dominique, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation et de t'être déjeuné. Là, c'est un défi pour moi, mais ça me fait plaisir. Merci. Fait que j'aimerais ça que tu nous présentes un petit peu t'es qui, ton parcours, puis qu'est-ce que dans le fond, ton expertise. En fait, moi, je suis courtier hypothécaire depuis 20 ans, 20 ans maintenant. Courtier immobilier aussi depuis 5 ans. Donc, je combine les deux professions à mon arc. Donc, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, essayer d'aider les clients dans leur processus de financement, dans leur processus d'achat, soit d'une propriété là, ou d'un multilogement. Donc, voilà, c'est un petit peu ma profession. Ce que j'aimais de toi, c'est ce qui distingue aussi des autres, tu es un des rares qui a les deux accréditations. Tu es courtier immobilier et courtier hypothécaire. Pourquoi tu as décidé de faire ça? En fait, lorsque j'ai décidé d'être courtier hypothécaire, j'avais besoin d'avoir un permis de travail. Le permis, il se passait à ce moment-là dans le domaine immobilier auprès de l'OACIQ. Donc, c'est une clause qui était grand-père qui me permettait d'être courtier hypothécaire ou courtier immobilier. Dernièrement, l'OACIQ a décidé de délaisser le courtage hypothécaire vers l'AMF. Moi, j'avais l'option de pouvoir continuer de faire les deux. Je trouve que c'est quand même deux domaines qui sont hyper complémentaires, donc dans le processus d'achat d'immobilier versus le processus de financement. Moi, j'ai toujours été passionné des propriétés. J'ai fait quelques autoconstructions, de la rénovation. J'aime beaucoup l'immobilier. J'aime beaucoup la négociation. Je trouvais ça le fun de pouvoir partager ça avec mes clients. Donc, j'ai décidé de pouvoir faire les deux. Puis, je pense que c'est un avantage auprès de ma clientèle. Euh, Mhm. on est sur la même longueur d'onde tout au long de la transaction. Donc, ça me donne un plus-value, ça donne un plus-value aux clients. Donc, moi, je trouve que c'est un beau coup de pouce là, dans ma carrière de pouvoir joindre les deux professions. C'est clair. T'avais-tu des fois l'impression que, mettons, quand tu faisais juste de l'immobilier, tu n'allais pas jusqu'au bout avec ton client, fait que là, en jumelant les deux, ben, tu l'encercles au complet? Souvent, il y a beaucoup de particularités qui rentrent en ligne de compte des deux côtés. Là. Tu sais, on parle d'un client qui a soit un endettement pas problématique, mais un endettement ou ce qui est travailleur autonome ou quelqu'un qui a une compagnie ou des pensions de retraite ou ce qui va avoir des défis. Puis on Mhm. combinait des défis aussi avec une propriété fosse septique, champ d'épuration, avec des rénovations. On rentre aussi tout ce qui est la mise de fonds dans la transaction. Donc, ça devient ça venait des défis pour le client comme tel, d'expliquer les deux défis aux deux professionnels, je pourrais dire. Donc, Mhm. ça vient faciliter là, l'ensemble de l'œuvre, mais je pense que dans dans l'ensemble, les clients aiment beaucoup ça, là, d'être représentés par les deux, par la même personne pour les deux côtés de la transaction. Puis il n'y en a pas beaucoup qui font ça, là. La plupart sont vraiment spécialisés dans un créneau. Ben, depuis une dizaine d'années, là, voire même une quinzaine d'années, un courtier hypothécaire va être un courtier hypothécaire, doit prendre sa licence à l'AMF et puis faire juste le courtage hypothécaire. Donc, euh, et vice-versa, un courtier immobilier doit se spécialiser dans une profession comme telle. Donc, c'est sûr que de nos jours, là, il n'y en a pas de nouveaux courtiers qui vont pouvoir faire les deux. C'est un OK. privilège que j'ai. Je suis vraiment chanceux de pouvoir avoir fait mon cours là, il y a 20 ans. Donc, on doit être une trentaine au Québec qui fait les deux maximum. OK, OK. Pas beaucoup. Tu sais pas pourquoi, hein, ils ont décidé d'empêcher un ou l'autre. Question Euh, de politique, la peut-être. politique gouvernementale, je te Ça, dirais. c'est un autre sujet. Ouais, Puis non, aujourd'hui, là, avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, as-tu vu une différence dans le marché? Ça a-tu fait mal au commun des mortels, pas aux entreprises, pas au business, mais vraiment là, quelqu'un qui cherche une maison, qui veut se partir. T'as-tu vu une différence? Il y a eu plusieurs défis qui sont venus chambouler notre marché, chambouler le processus d'achat
d'un client qui achète sa propriété. On pensait au début de la pandémie que tout allait s'écrouler. Les journalistes faisaient de la propagande de peur. Finalement, ça a été tout à fait le contraire. Le prix des propriétés ont explosé. Donc, ça a créé un changement. Il y a même des gens qui achetaient leur maison sans les voir. C'était vraiment compliqué. Il y a eu aussi le post-pandémie, la hausse des taux d'intérêt, 4 en un an. Les taux, la Banque du Canada a monté encore dernièrement. Hier, encore monté de 0,25, mais une hausse majeure des taux, c'était du jamais vu. Donc, ça crée des défis. Puis oui, ça devient plus compliqué pour un acheteur d'acheter une propriété présentement. Pénurie de propriétés sur le marché, une grande masse de gens qui veulent acheter, ils veulent déménager aussi. Donc, ça crée de l'instabilité, puis ça crée des défis additionnels. C'est pour ça qu'on est là pour aider les clients d'aller réaliser leurs rêves, puis faire leurs transactions immobilières. Parce que ça risque d'être de plus en plus compliqué aussi. Là. Des fois, on jase pour jaser. Là. Je me dis nos propres enfants, mais qu'ils soient rendus à eux s'acheter une maison avec toutes les hausses de. J'imagine l'intérêt, ça change, mais le prix de la maison, ta maison, elle va pas redescendre, elle va continuer de monter, peut-être plus tranquillement, mais j'imagine qu'elle va continuer de monter. Ça risque d'être un défi pour nos enfants, à nous autres, de s'acheter de quoi. On en parle, en fait, on en parle à tous les jours, puis c'est sûr que l'inflation a fait que les maisons ont continué à monter de façon drastique, puis les taux horaires de la population n'ont pas été au même niveau. Donc, ça va être vraiment complexe pour nos enfants. Je pense que nos enfants vont avoir besoin de beaucoup de l'aide de leurs parents. Il va falloir être créatif dans la procédure de l'achat de leur propriété. On envisage prochainement que les banques vont rallonger l'amortissement, ce qui va faire en sorte de facilité, mais avec le taux d'intérêt qui a augmenté, les valeurs des maisons qui ont augmenté, et nos enfants vont avoir des défis quand ils vont tomber sur le marché de l'immobilier, assurément. Mais je sais qu'en Europe, je pense que c'est en Grèce, tu sais, je connais pas vraiment ça, là, je sais pas si tu en as entendu parler, mais je pense que c'est en Grèce, c'est les parents, dans le fond, l'amortissement est tellement long que souvent le parent achète, l'enfant vit là et il est légué à son décès, parce que c'est comme avec une hypothèque en plus, parce que les maisons sont tellement chères qu'ils prennent du temps, il faut que ça passe d'une génération à une autre. T'as-tu entendu parler de ça? Oui, je ne connais pas toutes les particularités de l'Europe et même de l'Asie. En Chine, on voit beaucoup ça Ah aussi. ouais, OK. Mais Euh, j'espère juste que ça reviendra pas ici ou que ça tombera pas ça dans le temps de nos générations à nous autres aussi, là. ben, si on se ramène dans le passé, là 5-6 ans, l'amortissement au Canada, on pouvait aller jusqu'à 40 d'amortissement. On a mis des contraintes là, pour ramener ça à 25. Puis là, tranquillement, pas vite, on parle de prolonger l'amortissement. Est-ce qu'on est loin de l'Europe? Effectivement, on est loin de l'Europe, mais on va voir comment que la Banque du Canada, comment la SCHL va gérer tout la récession, puis comment va fonctionner l'avenir au niveau de l'économie. Mais on est à l'affût de ce qui se passe là, pour pouvoir aider nos clients à pouvoir acheter leur première maison, puis même les retraites, comment léguer aux enfants. Donc, on est en attente des nouvelles lois pour pouvoir faire faciliter le processus. Dans les 20 dernières années, là, ben, dans le fond, quand tu as commencé versus aujourd'hui, on va aller aux deux extrêmes. As-tu vu des grosses différences, des changements pas juste dans le processus, mais dans l'univers immobilier en général? Euh, ben, dans les 20 dernières années, au niveau de l'économie, la courbe de croissance, il y a eu différents booms là, dans les 20 dernières années. On a assisté à ça. On a eu aussi le privilège d'avoir les taux d'intérêt qui sont quand même bas, même 4-5 présentement, on a l'impression que les taux sont plus hauts, puis sont hauts, mais nos parents ont connu du 18, 19, 20 donc, au niveau de la stabilité des taux d'intérêt, ça a resté quand même accessible dans l'ensemble des 20 dernières années, mais la technologie a fait
fait en sorte que ça a changé les processus, les procédures. Donc, je me souviens qu'au début, là, dans le courtage immobilier, là, on faisait des contrats à la main. Aujourd'hui, les contrats à la main sont plutôt rares. On devait faire signer les contrats face à face. Aujourd'hui, on a l'arrivée de la signature électronique, donc ça facilite aussi tout le processus. On n'avait pas beaucoup de banques qui offraient le service aux clients. Aujourd'hui, les banques virtuelles sont rentrées des joueurs majeurs au niveau financier. Donc, vraiment, la cellulaire, la rapidité qu'on peut négocier. Avant, c'était beaucoup plus lent. Là, présentement, on négocie de façon beaucoup plus rapide. Tout dernièrement, là, les offres multiples sont rentrées. Là, ça ne se passait pas dans le temps. Aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de C'est quoi procéder. les offres multiples? Il y avait une surenchère, pénurie de maisons sur le marché. Donc, il y a plusieurs acheteurs qui arrivent en même temps qui veulent faire l'achat de la même propriété. Donc, le rôle, en fait, ça se faisait naturellement que tout le monde essayait d'avoir un prix pour pouvoir acheter la maison parce que il n'y a pas de place où rester. Donc, c'est ce qui a fait que l'inflation a monté hyper rapidement là, au niveau de la province du Québec. Mais bref, c'est beaucoup d'enjeux qui est arrivé et qui fait en sorte que depuis 20 ans, le domaine immobilier, le domaine hypothécaire est différent de ce qu'on avait jadis dans le temps. Puis les méthodes de travail aussi, tu sais, je pense à une parenthèse, on va retourner un peu du côté communication. Tu parlais du cellulaire tantôt. Tu sais, quand t'as commencé, là, ben, on avait-tu des cellulaires il y a 20 ans? Oui, mais ils étaient pas, tu sais, c'était pas Aussi comme efficace. aujourd'hui, là, c'est ça, c'était pas aussi efficace, mais c'est vrai que la technologie a l'avantage qu'on a une réponse rapide, mais il y a le désavantage qu'on est beaucoup plus lié à notre travail qu'on l'était il y a 20 ans quand tu partais. Ben, il fallait que quelqu'un t'appelle chez vous ou à ta ligne de bureau. Si t'étais pas là, il laissait un message. Maintenant, ben, il sait que tu l'as, ton cellulaire pas loin, là. La ligne est mince entre l'équilibre familial, le Mm. travail, l'efficacité. Les gens t'envoient un message puis ils s'attendent à une réponse dans la demi-heure, même si c'est samedi à 7 heures le soir ou sur les heures de repas ou le matin, tôt le matin. Euh, c'est des enjeux là, de vie familiale puis l'ensemble de toutes nos sphères de la vie. Là, mais Mhm. bref, mais c'est pas juste dans le domaine immobilier, là, c'est dans C'est tous dans les tous les domaines. domaines, là. Dans tous les domaines, mais c'est un défi, là, puis tu sais, ça reste que c'est un combat à tous les jours, là, je pense, là, pour plusieurs personnes, dont les professionnels de l'immobilier. Ouais. Moi, souvent, ce que j'ai appris à faire, c'était d'enlever mes notifications quand je partais au moins en vacances et de pas ouvrir mes messages pro la fin de semaine. Parce que sinon, ben c'est ça, moi j'étais un peu comme toi, quelqu'un me répondait, il fallait que je réponde tout de suite, tu sais, mais à un moment donné, la réponse tout de suite, t'habitues tes clients à avoir une réponse tout de suite. Puis là, ben, quand ils ont un problème puis que t'es pas disponible pour X raison, là, il y a de l'impatience aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que j'ai appris à éduquer du moins mes clients qui me connaissent ou les nouveaux clients, ben, tu sais, au moins, je leur réponds, ben, tu sais, je suis en fin de semaine, je suis au hockey, whatever, je vais te répondre lundi ou je vais te répondre, j'ai reçu ton message, je te reviens. Fait que, tu sais, ça diminue un peu les attentes, mais la réalité est tellement différente de ce qu'était il y a 20 ans, justement. Oui, puis le processus est tellement accéléré. Tu sais, moi, je fais juste un parallèle à ce qui se passe dans l'immobilier, mais euh, la pandémie a fait en sorte que les transactions se font, la majorité des transactions se font la fin de semaine. Hum, Donc, les visites se font la fin de semaine, les communications bancaires se font la semaine. C'est pour ça qu'il faut travailler en équipe, il faut travailler avec des collaborateurs qui ont les mêmes valeurs semblables, mais pour le commun du mortel qui transige puis qui ne connaît pas nécessairement le domaine immobilier ou le domaine hypothécaire, ben, c'est très, très insécurisant. Puis ben, pour rassurer, il doit répondre assez rapidement. Puis étant donné qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'étapes qui se font la fin de semaine, ben les périodes de congé sont beaucoup plus complexes. Mais oui, durant la semaine, pas la semaine, mais les semaines de vacances, quand on part en vacances, on essaie de transférer nos appels. Je vous confirme que c'est à chaque année, à chaque vacances,
c'est très, 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 très compliqué à faire. Puis ça crée des frictions dans la famille, mais bon, ça vient avec les avantages de la profession. Oui, exact. Parce que tu sais, c'est vrai que c'est un marché qui, les gens, il y a beaucoup de courtiers, on se le cachera pas. Fait que, tu sais, souvent, quand quelqu'un te connaît pas, quelqu'un qui te connaît, là, c'est clair qu'il va dire, ben non, moi, je veux faire affaire avec Dominique. C'est réglé, je vais t'attendre. Mais quelqu'un qui te connaît pas, qui te trouve sur Internet, qui te trouve, puis dans le fond, il y a une relation à développer, puis, tu sais, ils s'attendent à avoir une réponse immédiate. Quand t'es pas là, c'est vrai que des fois, ça cause des frictions qui s'en vont voir ailleurs. Puis, tu sais, je parle de ton domaine, mais c'est relatif à tellement de domaines où les gens, ils s'attendent à une réponse maintenant. Puis, d'où l'importance d'avoir une belle personnalité, une belle réputation en ligne qui fait que les gens, ou hors ligne, qui fait que les gens vont vouloir attendre. Ils vont vouloir te prendre toi et pas quelqu'un d'autre. On construit des liens, on essaie de transmettre les valeurs. On a un rôle de conseiller, on a le domaine de l'immobilier, il y a des vendeurs aussi pour faire des transactions. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courtiers immobiliers. Alors, quel choisir? Si tu es un client qui veut la rapidité, est-ce que tu vas te permettre d'attendre une personne qui va te donner un service conseil qui est un petit peu plus lent, mais qui va être beaucoup plus personnalisé. Donc, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Puis, on essaie de tirer notre épingle du jeu dans un marché qui est rempli de partenaires et qui est rempli de compétiteurs aussi. C'est des domaines particuliers parce que mes compétiteurs d'affaires qui sont d'autres courtiers, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui sont courtiers, sont aussi des partenaires dans une transaction. Donc, un client qui veut un tel service, ben, ils vont peut-être se virer vers une telle personnalité versus un autre. Mais encore là, on vient à l'équilibre familial, on vient aux transmissions de valeur, on vient à les gens qui sont prêts à faire affaire avec toi. Donc, il y a beaucoup de liens qui sont personnalisés là-dedans. On espère plaire à tout le monde aussi. Mais on peut pas. Trouver l'équilibre en même temps, la zone est mince entre être professionnel puis passer du temps en famille. Mais c'est des gros défis à avoir là, dans notre domaine. Mhm. Puis vu qu'il y a beaucoup de monde, moi, j'aime mieux penser à de la compétition qu'à de la compétition. Tu sais, Ah, parce que je t'ai entendu parler, tu sais, tu parles avec tes collègues, t'en as que oui, c'est ton compétiteur, mais s'il est sur le même dossier que toi, il devient ton collaborateur. Puis des fois, ben, c'est pas ton quartier, tu peux le référer. Tu sais, il y a vraiment un travail de liaison aussi à faire de courtier en courtier, tu sais, fait que, ou de profession en profession, là, souvent, les gens se voient vraiment comme de la compétition, mais des fois, une collaboration, c'est encore plus fort. ben, moi, de mon côté, j'adore collaborer, j'adore travailler en équipe, puis même si les gens en général vont dire hey, comment qui est Dominique, puis on parle à d'autres courtiers, je suis une personne qui travaille vraiment en collaboration, puis je ne vois pas la compétition comme telle. Il y a Mm. tellement de propriétés sur le marché, il y a tellement de clients, qu'il y a de la place pour tout le monde là, dans Mhm. le marché. Puis c'est tellement plus facile d'être en relation partenariat qu'être en compétition. Je pense que ça fait des plus belles transactions aussi de clients. On, on vend des propriétés, mais c'est des endroits où on a laissé une partie de notre vie. Quand on vend à d'autres gens, on essaie de faire en sorte de transmettre aussi ça. Donc, quand la collaboration va se faire entre tous les joueurs dans la transaction, c'est vraiment c'est là qu'on fait de belles transactions puis que les clients sont contents, sont satisfaits. C'est vrai, hein, parce qu'il y a une source émotive dans ce que tu viens de dire. Tu sais, souvent, la vente d'une maison, ben, tu as des souvenirs attachés à ça. T'as pas envie que quelqu'un le vende comme si c'était, je sais pas moi, un bibelot au Dollarama là, qui vaut pas grand-chose. Tu as envie que la personne qui te représente voit tous tes souvenirs, tout ton moment, tous tes... Ben, c'est des cycles de vie. Tu achètes une propriété où il y a quelqu'un ou une famille qui a 3 chambres à coucher, il y a eu 2 enfants, ils ont élevé leurs enfants, puis là, toi, tu amènes une petite famille dans cette propriété-là qui les enfants sont bébés ou en bas âge, puis ils vont faire. Donc, il y a eu des émotions là-dedans. Donc, c'est un partage de voisinage, c'est un partage de quartier.
C'est vraiment passionnant. Moi, je suis passionné de mon métier, mais ça fait partie, les émotions, ça fait partie des transactions. Puis là, ben, si tu rentres l'aspect monétaire des montants d'argent, et là, on va causer les frictions, et faut rentrer et sortir dans la négociation, garder les émotions, garder la bonne collaboration. Donc, c'est particulier, puis c'est plaisant de travailler dans ce métier-là. Je Pourquoi suis tu as décidé de passionné. te lancer là-dedans? Euh, c'est drôle, j'ai une fille de 18 ans, puis un petit bonhomme de 13 ans, puis on essaie de se projeter pour voir dans quel domaine ils vont aller, puis ça nous permet de revenir dans le passé où ce qu'on était, nous autres, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, puis pourquoi j'ai choisi, le hasard de la vie a fait en sorte de me positionner dans cet endroit-là. Mais moi, j'ai des études en administration, donc j'étais attiré vers tout ce qui est chiffres, le financement, je trouve mon compte, mais l'immobilier, mes parents, ils ont eu des propriétés aussi dans leur vie, donc ça m'a aussi permis de voir quel positionnement qu'une famille peut se permettre de grandir en Mhm. plaçant dans l'immobilier. Plusieurs petits projets qui ont démarré, puis fil en aiguille, là, j'ai fait mon chemin là-dedans, dans ce domaine-là. Puis là, tu sais, aujourd'hui, on s'entend, là, ça fait 20 ans, tu es partout, tout le monde à Saint-Eustache parce que tu es de Saint-Eustache, tout le monde te connaît. Il n'y a pas personne qui sait pas c'est qui Dominique Giguère. Puis s'ils ont des enfants dans les arénas, peu importe lesquels, on te connaît. Mais au début, c'était pas comme ça, là. Comment tu as fait ton chemin? Comment t'as grandi au travers de tes années? Moi, je suis un passionné de sport, donc je suis impliqué dans plusieurs, au baseball, au hockey, dans plusieurs équipes. Moi, je joue personnellement donc au hockey, au deck hockey. Donc, tu sais, à la base, ma clientèle, c'est beaucoup du particulier, sinon, c'est pas commercial. Donc, j'ai beaucoup de liens d'affaires. Quand tu es impliqué dans une équipe, tu as un sentiment d'appartenance, tu Hum, as des confidences qui se font. Donc, euh, plus que de fil en aiguille, quand j'étais plus jeune, j'étais plus impliqué personnellement. Après ça, j'ai transmis ma passion au niveau sportif à mes enfants. Donc, j'ai été coach. J'ai aidé plusieurs personnes. Tu crées plusieurs réseaux qui finalement s'entrecroisent là, dans la même région. J'ai été impliqué en politique, donc tu aides aussi d'autres gens. Je suis dans des groupes d'affaires aussi. Donc, les groupes d'affaires, encore là, c'est le système de partage, d'aider les autres, de référer les autres professions, puis de faire en sorte que tu réfères les bonnes personnes, puis plus ça avance, plus ta clientèle grandit, plus tu réussis à tirer ton épingle du jeu. Bref, les ennuis technologiques dus à la tempête. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Ouais, pour ceux qui écoutent l'audio, là, il y a un petit côté technique qui fait que l'image, elle saute un peu, là. Mais c'est sûr que c'est ça, il y a pas de recette magique hein, quand tu commences en affaires. Il faut que tu fasses ton chemin, il faut que tu te fasses connaître, il faut que les gens aient entendu parler de toi aussi. Fait que, tu sais, je fais une parenthèse puis une tranche de vie personnelle. Moi, mon beau-fils, il a 16 ans, il est en train de commencer à regarder qu'est-ce qu'il va faire dans sa carrière. Si on lui posait des questions, qu'est-ce qu'il aime? Là, lui, il tripait sur le courtier immobilier parce que dans sa tête, il n'y avait pas grand-chose à faire sauf faire visiter des maisons. Mais, tu sais, quand c'était un des facteurs, mais tu sais, quand tu te mets à dire, non, non, si tu veux faire ça, ben, il faut que tu te promènes, il faut que tu ailles rencontrer des gens, il faut que tu fasses du réseautage, il faut que tu fasses du PR ou, tu sais, même ma business, ou beaucoup de business, dans le fond, là, tu n'as pas le choix de te développer, là, mais ils ne se rendent pas nécessairement compte de l'investissement autour. Tu sais, c'est pas le volet faire des transactions, c'est que tu es travailleur autonome. Il faut que tu développes Ben, ta business. Il faut que tu oui, puis sois comptable. tu as un côté humain Oui, incroyable là, tu sais, oui. dans notre travail. Tu as un côté écoute aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment parler, mais l'écoute est super importante, puis d'être attentionné, puis d'être impliqué. Puis euh, c'est sûr que tu sais, il y a eu une mode là, dernièrement, il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui sont rentrés sur le marché parce que on semblait avoir une certaine facilité à faire des sous. Puis c'est correct. C'est pas tout le monde qui sont devenus des bons courtiers. Puis des gens qui sont rentrés sur le marché, il y en a plusieurs qui vont partir parce qu'ils vont comprendre que ce n'est pas leur domaine. Mais c'est une belle branche aussi, c'est une belle idée, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus que visiter une maison.
c'est beaucoup plus que de l'accompagnement chez le notaire. Il y a beaucoup d'aspects financiers, il y a beaucoup d'aspects humains, il y a de la négociation, beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de stress, d'anxiété. On fonctionne avec des délais. Il y a des délais courts, des délais longs. Il y a plein d'enjeux majeurs. Puis, il y a beaucoup de frais qui sont reliés à ça. Donc, si tu ne fais pas de transaction, là, c'est 10, 12 000 que tu dois payer par année juste pour exercer ton métier. Donc, si ça ne fonctionne pas, il y a un stress financier qui rentre en ligne de compte. Donc, il y a plein d'enjeux, mais c'est un beau domaine. C'est un beau domaine pour les gens, ceux qui réussissent. Dans ce domaine-là, il y a 80% des transactions qui sont faites par 20% des courtiers et du domaine hypothécaire et du domaine immobilier. Puis si tu n'aimes pas les gens, ce n'est pas ton domaine. Donc, il faut vraiment que tu sois à l'aise avec le côté humain. Oui, puis quand tu commences aussi, tu sais, c'est ça, tu deviens, on en parlait juste avant de se connecter pour faire le podcast. Dans le fond, on parlait de, tu sais, il faut que tu sois comptable, il faut que tu sois spécialiste en marketing, spécialiste en réseaux sociaux, spécialiste dans ton domaine, bien évidemment. Il faut que tu sois plombier par occasion si tu as un bureau. Tu sais, quand tu deviens entrepreneur, tu as multiples chapeaux, là. C'est que tu sois plombier, que tu parles de plomberie, ou tu sois électricien, ou tu es un entrepreneur qui part dans le domaine de la construction ou dans le domaine du web. Ben, tu es spécialisé dans ton domaine, mais après ça, tu te rends compte que tu as de la comptabilité à faire. Tu te rends compte que tu as de la gestion à clientèle, du service à la clientèle, du marketing. Tu t'associes et tu essaies de travailler avec des gens qui sont spécialisés dans chacun domaine. Moi, j'ai construit ma clientèle sur le terrain en étant présent, en donnant mon temps, mes connaissances, mais je ne suis pas vraiment impliqué sur le web. Donc, je vais m'associer avec des gens qui sont beaucoup meilleurs que moi là, pour pouvoir faire ma promotion marketing. Ça crée aussi d'autres défis. Puis là, tu essaies d'avoir l'équilibre, puis tu essaies de. Ouais. Tu ne peux pas tirer comme une mitraillette dans tous les sens, mais tu essaies d'avoir une structure, une vision. Bref, le côté entrepreneurial, ça l'amène de monsieur, madame, tout le monde qui sont salariés, ça a l'air facile, mais ça l'amène beaucoup de défis. Mais ça l'amène aussi beaucoup d'avantages. Donc, chacun trouve son compte. J'ai le privilège de travailler avec des salariés qui peuvent faire leur dossier de financement. On s'interroge, puis j'ai aussi le privilège de travailler avec des gens qui sont en affaires, qui ont des compagnies incorporées, puis tout ça. Puis c'est toujours des beaux sujets de discussion. Il y a une certaine jalousie et de l'envie d'un côté et de l'autre quand on voit l'insécurité des clients, de voir notre boucle de vente baisser. Là, on aimerait ça être salarié. Puis quand Exact. Oui, même à l'intérieur d'une année, là, des fois, en tout cas, un entrepreneur qui n'a jamais de remise en question, j'en ai jamais rencontré, first. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il fait pour jamais avoir de remise en question, mais tu sais, c'est ça, même si on sait que c'est cyclique, parce qu'il y a des périodes qui sont plus fortes que d'autres, on dirait que quand tu tombes dans ton creux, là, c'est, ah non, je devrais peut-être repartir à quelque part. Puis, tu sais, je l'entends, là, de tellement de domaines différents fait que c'est une réalité, là. Faut pas que tu sois stressé financièrement ou que tu aies toujours un bon coussin pour patcher tout le temps ça, là. Puis ça joue sur les émotions, effectivement. C'est clair. Même si on a eu du succès dans le passé, juste de sentir que tu es encore à la hauteur. Le téléphone, il ne sonne pas pendant une semaine. Donc, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Ou on se remet toujours en question. Puis un client qui vit de l'anxiété puis qui te parle un petit peu désagréable, là, tu fais comme donc, ça amène plusieurs enjeux, mais Oui. être entrepreneur, c'est en dedans de soi aussi. Là. Tu n'es pas. Tu as une fibre entrepreneuriale directement par l'aspect de famille, la transmission des valeurs familiales aussi. Oui, c'est clair parce que tu sais, pour être entrepreneur, il faut que tu l'ailles si tu ne l'as pas, c'est très difficile. Il faut que tu aies envie, il faut que tu sois curieux, faut que tu veuilles, il faut que tu sois prêt à faire des concessions. Fait que, tu sais, la fameuse, ah, moi, je veux plus de temps libre, puis je veux plus de qualité de vie. OK, mais ça dépend parce que là, quand tu es entrepreneur, tu vis aux dépens de tes clients à toi, tu sais. Fait que, Là, tu as la problématique des gens qui sont entrepreneurs qui travaillent trop. ouais, Puis ouais, tu as ouais, la ouais, période où ce que tu commences à être moins bien, puis de ouais, procrastiner. Donc là,
encore là, c'est... Tu sais, Puis là, hier, tu n'as pas le droit d'être j'étais... malade non plus. Là. Si tu non, tombes malade et que tu es travailleur autonome, ben, tu n'es pas backé par des assurances, t'es pas de. Et donc, c'est de l'insécurité, assurément. Il faut que tu vives avec cette mm. insécurité-là. C'est le fun d'avoir un couple aussi, où tu as une personne qui est salariée, puis tu as une personne qui est travailleur, Mais quand tu es qui est les son deux compte. travailleurs autonomes, c'est un autre stress. Ouais, je vous lève mon chapeau. Hier, j'étais avec mes enfants pour souper, puis on parlait parce que un de mes deux jumeaux s'est trouvé une job. Fait que là, on parlait de son taux horaire, puis combien d'heures qu'il travaillait. Puis là, ben, j'en ai un autre qui me dit, mais toi, c'est quoi ton taux horaire? Fait que là, j'ai transféré la discussion en disant, tu sais, ça a peut-être l'air élevé, mais il y a combien d'heures? Moi, je suis juste payée quand le client il est devant moi puis qu'il me paye pour recevoir, tu sais, qu'on travaille ensemble puis qu'il m'envoie de l'argent. Sinon, j'en ai pas qui rentre, tu sais. Fait que, je dis, tu sais, toi, quand tu travailles 4 heures au team, ben, tu travailles 4 heures, tu es payé pour le moment que tu rentres, au moment que tu sors, même s'il y a aucun client qui rentre. Fait Mhm. que là, j'essayais de leur faire comprendre cette mentalité-là que, tu sais, tu dis, ça a peut-être l'air gros, mais sauf que, tu sais, les heures où est-ce que c'est ça, tu développes ton marketing, tu fais ta comptabilité, tu prépares tes papiers, tu fais des rénovations, des améliorations, tu gères tes employés, peu importe, c'est toutes des heures où tu n'es pas physiquement payé, tu sais. Fait que des fois, c'est de leur faire comprendre cette perspective-là, qui était comme, ah ouais, ah ok, ouais, finalement. Ouais, ben, pour un jeune adolescent et même 16, 17, 18 ans. Puis même nous, là, quand on a commencé, on n'était pas conscient du taux horaire ou qu'est-ce qu'on vaut. Quand tu commences et tu n'as pas fait une transaction, là, combien tu vaux de l'heure, c'est difficile à dire. Ouais, Après une vingtaine d'années, tu peux voir les années passées puis calculer le nombre de semaines travaillées, puis c'est ça. tout est relatif, mais puis travailler à commission, ben, si tu ne vends pas, si tu n'achètes pas, si tu n'aides pas des gens, ben, tu n'es pas payé. Donc, c'est des façons de faire différentes. Mais c'est encore là, ça prend des. Ça prend des. Ça prend Ça le drive, désir de là. risquer aussi. Ouais, Donc, c'est ça. Il faut avoir confiance en soi. c'est clair. Pour se lancer en affaires, ça prend une certaine confiance. Ça prend aussi un beau réseau qui va t'aider à stepper up. Mais Ouais. En conclusion, mettons, si tu avais à donner un conseil à un courtier immobilier ou un courtier immobilier ou un courtier hypothécaire qui a envie de se lancer, là, qui serait prêt, mais tu sais, qui hésite, qui commence ou qui se lance, ça serait quoi, là? Là, tu as le choix d'en faire un ou deux. de- Un euh, conseil. un conseil, tu parles de conseils que j'ai à donner à un Ouais. courtier hypothécaire, Avec, un courtier. avec toute ton Euh, expérience que tu as. ben, dans ma profession, c'est que chaque personne que tu rencontres est un client potentiel, puis c'est une relation privilégié que tu crées. Puis si tu établis ce lien de confiance-là, puis le lien que tu peux dire que tu peux faire la différence pour chaque personne, que ce soit une personne de 17, 18, 19, 20 ans, si tu entretiens ce lien-là, puis tu construis, puis tout au long de ton processus de vie, que tu gardes tes liens-là avec ces gens-là, ben, c'est un domaine qui pourrait être intéressant pour toi. Il faut aimer les gens, il faut aimer travailler, faut aimer écouter. Donc, les conseils, c'est ça. Puis, c'est passionnant. Il faut être passionné de ce. Il ne faut pas juste voir le signe de pièce parce qu'au début, ce n'est pas si facile que ça. Mais il faut vraiment aimer le relationnel pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Un énorme merci pour ton temps, Dominique. Si on veut te rejoindre, on fait ça comment? Les réseaux sociaux, on est sur Facebook, le téléphone, le message texte, Messenger, site Internet. Donc, on peut servir les gens avec maintenant la technologie, on peut servir les gens partout au Québec. J'ai fait des dossiers immobiliers à Québec, j'ai fait des dossiers hypothécaires aussi là, en Gaspésie. Donc, on peut servir tout le monde. Donc, c'est vraiment facile là, en cherchant sur Internet. Un gros merci, puis j'espère que ton baptême va bien été. Ah, j'étais gêné au début, mais tu as fait un très bon travail pour me rassurer. Puis ça me fait plaisir. Lâche pas, ton domaine il est passionnant, puis tu es, très, très bonne. Donc, lâche pas. Merci. Merci. Bye Salut, bye bye. bye.